y a pas mal de temps. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore... Monsieur le maire, colonel Manson, représentant de la Royal Air Force, nos amis du musée d'Elvington à York, merci de votre accueil, monsieur le maire. Nous sommes comme chaque année, très heureux d'être ici et demain d'avoir, je crois, une belle cérémonie. Et nous allons profiter de la célébration du 80e anniversaire du débarquement pour vous parler d'un épisode qui est pas très connu dans l'histoire, parce que peu relaté, qui est l'implication des aviateurs français, notamment des bombardiers lourds, pendant le débarquement. Alors, le débarquement s'est concentré sur quelques heures, donc je vais essayer d'élargir un peu le propos. Est-ce que vous m'entendez suffisamment au fond? Ça va? Pour vous resituer les choses, parce que je vais traiter de sujets qui ont été sensibles, vécus à la fois par les aviateurs que je vais mettre en avant, mais vécus aussi par la population ici, qui a subi les bombardements, notamment à Grand-Cormizy ou à Saint-Lô. Et donc, c'est des choses qui sont 80 ans après, qu'il faut resituer dans le contexte de l'époque et dans la continuité de débats et de positions qui ont été prises. En fait, tout va commencer dans les années 20. Dans les années 20, en France, il n'y a pas encore d'armée de l'air. Les aviateurs font partie de l'armée. Vous avez aussi une composante navale. La Royal Air Force, elle, a déjà été créée en 1917. Les Italiens ont créé leur propre armée de l'air à peu près au même moment. Donc en France, à cette époque-là, dans les années 1920, il n'y a pas encore d'armée de l'air. C'est une composante considérée plutôt comme une extension de l'artillerie, donc de l'armée de terre. Et le ministre de la Défense des années 20, pour l'essentiel, est un terrien qui n'est autre que le maréchal Pétain, et qui ne veut pas entendre parler de la création d'une armée de l'air. Pendant qu'il y a cette position française, il y a des penseurs dans d'autres armées qui vont situer ce que doit être l'évolution d'une armée de l'air. Et parmi ces penseurs, il y a un général italien du nom de Douai qui aura un rôle tout à fait fondamental, dont on ressent toujours l'influence, et qui va décrire ce que doit être la vision stratégique d'une armée de l'air, c'est-à-dire le bombardement. Et le bombardement, pourquoi faire? Le bombardement à la fois pour éliminer les obstacles sur Terre des adversaires, c'est-à-dire les industries de défense, les nœuds de communication, les bases, etc., mais aussi l'impact psychologique sur les populations. Et donc, ce général italien va écrire un livre qui va être abondamment lu, commenté, repris, notamment par les Britanniques, les Américains et une bonne partie des généraux français de l'armée, des généraux français de l'air, mais qui sont encore dans l'armée de terre. Bonjour. Je fais un saut sur les années 20. La presse est très souvent l'objet de... rapporte tous les débats qui ont lieu autour de ça. À la Chambre des députés et au Sénat, on parle abondamment de ces questions. Chaque année, vous avez des parlementaires qui reviennent à l'assaut pour créer une armée de l'air. Alors, il y a un ministère de l'air, hein, mais il n'y a pas encore d'identité proprement identifiée. Et ce ne va être qu'en 1933, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement et d'un jeune ministre qui s'appelle Pierre Cotte, qui est député de la Savoie, qui est un juriste, que les choses vont prendre forme. En 1933, la décision est prise de créer l'armée de l'air, avec l'armée de l'air de créer l'école de l'air, mais aussi de créer Air France. Donc pour l'aviation, l'aéronautique française, c'est une année absolument
essentielle et absolument critique, où on crée les instruments de cette armée de l'air qui devient une composante à part entière, malgré les marins, malgré les terriens, et avec des généraux qui vont commencer à concevoir l'utilisation de l'armée de l'air. Mais on a quand même en France 16 ans de retard par rapport aux Britanniques, quasiment autant par rapport aux Italiens et aux Américains. Et à partir de 1933-1934, en Europe, on commence à entrer dans une période qui devient compliquée avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. Les Français vont rester, vont observer, vont commencer à concevoir leur première vision stratégique et les premiers programmes d'avions adaptés à leur vision stratégique. Les Anglais vont beaucoup plus loin. Dès 1935, ils vont créer ce qu'on appelle le Bomber Command, sur lequel je vais revenir dans un instant, et vont lancer les premiers programmes d'avions lourds, les bombardiers lourds, dont je vais reparler aussi tout à l'heure, dès 1935. En France, et en Allemagne d'ailleurs, on va surtout lancer des bombardiers plus légers, bimoteurs. Donc c'est des stratégies tout à fait différentes qui vont se mettre en place par rapport à l'évolution de la menace constatée par les différentes entités politiques et par les chefs militaires de l'époque. Monsieur, je n'avais pas compris un peu la tâche, j'ai peur que vous soyez dans le film. Voilà. Donc là, vous avez le général Bourré avec une traduction de son livre aux États-Unis. Vous avez des extraits de presse également là, il y en avait quasiment toutes les semaines dans les journaux. Ça, c'est un journal qui s'appelait Les Ailes, qui était un hebdomadaire qui évidemment supportait l'idée de la création de l'armée de l'air. Donc, je reviens au Bomber Command. En 1935, les Britanniques décident de créer le Bomber Command et vont, en 1936, pardon, avec une devise qui est Strike Hard, Strike Sure. Frapper fort et frapper juste. On n'a pas les technologies d'aujourd'hui à l'époque. Et il y a un chef, parce que créer une telle organisation nécessite un sacré caractère, qui est l'Air Chief Marshal Harris, qui va être surnommé un peu plus tard Bomber Harris, qui est tout un programme en soi. Donc les missions sont clairement identifiées, elles seront plus tard mises en œuvre, notamment dans les grands bombardements sur les villes allemandes, sur la Ruhr. Les effectifs de Bomber Command sont bien sûr des Britanniques, mais beaucoup de personnes qui viennent du Commonwealth britannique. Et il y aura 2 avions qui vont être créés à partir de 1935, le Lancaster et le Halifax, qui vont être les vecteurs du Bomber Command. Pour vous donner un ordre d'idée, en septembre 1944, le Bomber Command, il y avait à peu près 2000 avions opérationnels. Du côté américain, c'était les forteresses volantes, il y en avait un peu plus de 4000. Et au sein de ces bombardiers du côté britannique, il y avait donc les bombardiers français, les équipages français. Le Bomber Command a été organisé et structuré très tôt, avec un certain nombre de groupes tactiques. On pourra y revenir ici. Et chaque groupe était composé d'escadrons et de bases aériennes, qu'en anglais on appelle stations. Ces stations étaient réparties sur l'ensemble du territoire britannique. Il y en aura une seule, dans le Bomber Command, qui va être uniquement composée de nationaux, d'une seule entité nationale, ça va être les Français, et qui vont se retrouver à Elvington, à côté de York. Et cette base aujourd'hui est probablement la seule en Grande-Bretagne qui continue à exister. Je vous engage à la visiter. Vous avez les responsables des personnes qui sont là, qui
qui ménagent de très très beaux accueils à tous les amis français qui viennent les visiter. Et donc, à Elvington, vous aurez cette base française. Et pas très loin d'Elvington, vous avez une ville qui s'appelle Lincoln, où vous avez le mémorial qui est ici des groupes lourds, du Bomber Command, avec une aile d'un Lancaster et les noms des 55 000 aviateurs qui vont mourir sur 110 000 pendant les opérations de 1941-42 jusqu'à 1945. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le Bomber Command, après les sous-mariniers allemands, c'est l'arme qui a le plus souffert de décès. Et ils étaient jeunes, 25 ans en moyenne. Alors, on va venir maintenant sur deux escadrilles françaises qui vont être appelées à rejoindre en 1943 le Bomber Command. Ce sont les escadrilles Guyenne et Tunisie. L'escadrille Guyenne plonge ses origines dans la Première Guerre mondiale avec les premières opérations de bombardement déjà en 1915. Et puis ensuite, vous allez avoir des regroupements. Et le groupe Guyenne sera définitivement reconstitué ou constitué en 1943 après la prise de toute l'Afrique du Nord par les Alliés. Le groupe Tunisie, lui, vient d'opérations navales et qui ont commencé aussi pendant la Première Guerre mondiale. Mais le groupe Tunisie s'est installé assez vite en Tunisie et constitué donc le groupe Tunisie. Il y avait deux escadrilles. C'est pour ça que sur le macaron du groupe Tunisie que je vous montrerai tout à l'heure, vous avez deux insignes en fait qui illustrent ces deux escadrilles. Et ces escadrilles-là vont avoir chacune une histoire tout à fait différente. Ceux qui vont faire partie du groupe Guyenne, le groupe Guyenne qui va être constitué de façon définitive en 1943 et qui va être le premier opérationnel qui va faire les bombardements de la nuit du 5 au 6 juin, vient d'équipage, vient d'aviateurs, de jeunes aussi, qui rejoignent à ce moment-là l'aviation, vers le mois de mai-juin 1943, juste après la campagne de Tunisie. Le groupe Tunisie, lui, c'est une histoire, une trajectoire un petit peu différente, dans la mesure où ils étaient basés à Bizerte et puis aussi à Tunis. Donc ça, c'est le groupe d'origine du Tunisie en 1937. Alors, il n'y a qu'une seule personne que j'ai identifiée sur cette photo, à savoir mon grand-père ici. Mais si vous savez identifier les autres, je suis preneur. Parce que personne jusqu'à présent n'a vraiment réussi à le faire. Et donc, ce groupe-là va participer à un certain nombre d'opérations dès 1940, ce qui était à l'origine du Guyenne aussi. Opérations de surveillance en Méditerranée. Certains du futur Guyenne vont faire des opérations dans le nord de la France. Ceux du Tunisie vont surtout faire des opérations contre les Italiens en juin 1940, juste avant l'armistice. Et comme ils venaient juste d'être dotés des derniers avions bombardiers neufs et avancés français de l'époque, des Léo 45, on va leur dire pendant la période de l'armistice, qui est une période tout à fait transitoire, ramener un maximum d'engins parce qu'il faudra bien un jour reconstituer les forces françaises pour un jour prendre la revanche. Ça, c'est le discours officiel des vichistes, mais aussi pour montrer que l'Empire français continue à exister et que politiquement, ça reste une base importante de l'État français. Je fais une parenthèse sur 1940. 1940, donc il y a l'armistice. Peu de temps après, la flotte française est coulée à Mersel-Kébir. Ça va entraîner des réactions dont on ne parle pas du tout dans les livres d'histoire, puisque l'armée de l'air française va être conduite à mener des raids
sur Gibraltar en représailles. Et donc, vous en avez qui vont partir du Maroc, d'autres de Tunisie, d'Algérie, et qui vont bombarder les installations de Gibraltar. La presque quasi-totalité des bombes françaises vont faire des ronds dans l'eau. Ça va vraiment fâcher les marins, qui vont relancer les opérations sur Gibraltar. Et ce sera à peu près le même résultat. Mais ça va créer des liens entre aviateurs. L'année suivante, 41, autre épisode méconnu. Et j'y reviens parce que tous ces épisodes ont constitué une partie du caractère et du vécu des aviateurs de cette époque. Et c'est vraiment tout à fait important. Donc vous êtes dans une situation où les Anglais, ce n'est pas vraiment des amis, c'est des adversaires, mais en même temps, il va falloir prendre la revanche. Et la revanche, c'est contre les Allemands et ceux qui sont associés et qui collaborent avec les Allemands. En 1941, ils reçoivent là, les Allemands ont décidé de conquérir les puits de pétrole anglais qui sont en Irak. Pour aller en Irak, il faut passer par la Syrie. La Syrie, c'est un protectorat français. Et les Allemands n'ont pas trop envie de s'embarrasser, de monter une expédition au long cours sur l'Irak et vont sous-traiter l'opération aux Français. Et donc, vous allez avoir pendant un mois, le mois de juin-juillet 41, une guerre qui va opposer des soldats français commandés par Vichy, des soldats français commandés par De Gaulle, des soldats alliés qui sont des Britanniques, bien sûr, des Australiens, des Sud-Africains, et ça va être une guerre dramatique. 10 000 morts côté français des deux côtés. C'est un épisode dont on parle très peu dans l'histoire. De Gaulle va juger, après, que cet épisode a été tellement traumatique pour tout le monde que toutes les notices, toutes les médailles, les faits d'armes, etc., des deux côtés, sont rayés dans les dossiers des aviateurs. Donc il n'y aura pas de médaille militaire, pas de légion d'honneur, rien de tout ça. Ni du côté gaulliste, ni du camp d'en face. Les bombardiers français viennent de Tunisie, et ils sont partis à 14, ils sont revenus à 4. Après ça, après cet épisode tragique, l'année 42 va se terminer, et là c'est la disette pour les aviateurs français d'Afrique du Nord. Ils ont droit par équipage à 4 heures de vol par mois. Autant dire que c'est la fin de l'armée de l'air française. Avec 4 heures, vous ne faites pas grand-chose, entretenez pas beaucoup. Et donc au bout donc on arrive quasiment au bout de ce qu'est l'armée de l'air française. Il ne reste plus grand-chose. Mais 42, c'est une année aussi où les choses vont commencer à bouger, surtout vers la fin de l'année avec l'opération Torch. L'opération Torch, ça consiste pour les Alliés à débarquer en Afrique du Nord, sur plusieurs endroits, au Maroc et en Algérie. Il y aura des réactions côté armée française différentes. Côté Maroc, il y aura des affrontements avec les Alliés, et ça va engager les aviateurs. En Algérie, très peu d'affrontements, parce qu'il y a des révolutions de palais qui se passent, mais vous avez des aviateurs, des chasseurs français qui vont repartir vers la métropole, parce que vichistes, et les bombardiers qui sont en Tunisie, eux, décident de rejoindre les Alliés et vont partir un petit matin, le 7 novembre, au nez et à la barre des Allemands qui commencent à arriver. Ils avaient déjà envoyé les troupes, les mécaniciens et tous les échelons terrestres vers les aéroports de dégagement, soit dans le sud de la Tunisie, soit vers l'Algérie. Et donc, vous avez
13, 14 équipages qui unanimement, avec le chef de la base d'Alaouina à Tunis, qui décident de partir. Et ils laissent femmes, enfants, tout. Ils partent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir leur revanche et que la guerre reprend et c'est leur devoir. Allez, rentrez sans bruit s'il vous plaît. Bonjour. Et donc cet épisode se produit. Les Alliés voient arriver ces avions. Il n'y a aucun autre avion de même type dans l'inventaire des Alliés. Les concepts opérationnels sont complètement différents. Et ils se demandent qu'est-ce que vous venez faire? On vient reprendre le combat. Ah ouais, mais on n'a pas besoin de vous. Nous, on est complètement équipés. Pendant ce temps-là, l'état-major français connaît des grandes bagarres internes. Vous avez les bagarres entre girodistes, appuyés par les Américains, les gaullistes, et puis les vichistes qui restent, qui sont en train de tourner kazakh. Et donc pendant de décembre à janvier, il y a des bagarres internes et les pilotes, les équipages attendent. Jusqu'au jour où l'un des responsables du groupe Tunisie, le colonel Vigourou, rencontre un vieil ami américain, un pilote de l'escadrille, ancien de l'escadrille Lafayette. Et Lafayette, pendant la Première Guerre mondiale, étaient les pilotes américains qui avaient rejoint l'armée de l'air, enfin l'embryon de l'armée de l'air française à l'époque. Donc, il se passe pas mal de choses. Il y a des vichistes qui tentent de reprendre la main sur le commandement des aviateurs du Tunisie. Mais ça se passe pas bien. Il y a une coalition entre les aviateurs qui vont rejeter tout ce que les vichistes vont leur imposer. Et grâce à l'appui des Américains, vont pouvoir reprendre quelques missions. Au début, c'est plutôt des missions de type postal, il faut porter pas mal de choses, puis du carburant. Mais en face, les Allemands résistent en Afrique du Nord. Vous avez Rommel, qui n'est pas le dernier, et il faut aller se battre. Et donc, les Tunisiens vont être engagés par les Britanniques et les Américains, avec leur appareil, même si leur appareil ne correspond pas du tout au reste de l'inventaire allié. Et on va leur donner pour mission de faire quelque chose d'absolument terrifiant pour l'époque, c'est d'aller bombarder en Tunisie. Et ils vont faire des raids en mars, avril, mai, début mai, sur la base d'Alaouina à Tunis, à 2 km de l'endroit où habitait leur famille. Et ça, vous pouvez le lire dans les lettres qu'ils ont laissées. Et c'était pour eux quelque chose de très difficile, mais il fallait le faire, et le résultat, ça devait être ce que c'était. Donc, heureusement, cette guerre en Tunisie se termine assez vite, début mai. Ils mettront un certain temps avant de retrouver leur famille. Mais les Anglais ont remarqué l'engagement de ces pilotes. Et les Anglais ont un besoin considérable d'effectifs pour le bomber command. Et donc, il y a un accord qui va être créé avec les nouveaux chefs de l'armée de l'air française, général Bousca en tête, pour créer 2 escadrilles françaises au sein de la Royal Air Force. Il y a, je crois peut-être que je passe les diapositives. Donc là, c'était les avions français de l'époque. Et donc, pour avoir le cœur net de l'état d'esprit des pilotes français, des équipages français, le patron de la Royal Air Force sur l'Afrique du Nord va décider de tester l'esprit et la compatibilité et l'envie de s'engager de ces équipages français qui se sont battus admirablement pendant la courte campagne de Tunisie. Et donc il va prendre, on lui donne un équipage sur lequel il va faire ce vol, et ça va être cet équipage. Et bon, le pilote était mon grand-père. J'ai découvert ça en regardant le livret de pilote. Et ils vont passer 1 heure. Alors, je pense que le patron de la Royal Air Force devait parler français, parce que mon grand-père ne parlait pas anglais à cette époque-là. Ils ont échangé.
Et à la sortie de ce vol, la décision définitive est prise de créer deux escadrons, le Tunisie avec le noyau qui existe et le Guyenne en agglomérant toute une série d'éléments d'Afrique du Nord. Et on va ouvrir ça à des jeunes. Vous avez des jeunes qui vont s'engager, qui à l'époque, ils disent avoir 18 ans, mais ils en ont plutôt 17. Les deux escadrilles sont créées, le Guyenne, le Tunisie, et ils vont partir en septembre 1943 rejoindre le Bomber Command. Donc là, vous avez l'insigne du Guyenne, l'insigne du Tunisie avec les deux macarons dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ils vont découvrir un nouveau monde. Parce que dans le Bomber Command, les choses sont très strictes. Les Britanniques ont conçu un programme de formation sur plusieurs mois pour chaque fonction à bord de l'avion. Et ces fonctions sont réparties sur l'ensemble du territoire britannique. Et ça dure donc à peu près 7 ou 8 mois, suivant un calendrier très précis, avec des tâches très précises étalées dans le temps, en bénéficiant de l'expérience de pilotes anglais qui ont déjà été engagés au combat. Donc imaginez, ce sont des personnes qui arrivent en Angleterre, la quasi-totalité ne parle pas un mot d'anglais. Ils sont déracinés, les familles sont loin. La seule chose, on les a mis chez les Britanniques. Ils ne sont pas dans les forces françaises aériennes libres. Ils sont considérés à côté. Ils ne sont pas sous commandement opérationnel de l'armée de l'air. Ils sont sous un commandement britannique. Et ça va au point qu'ils vont porter l'uniforme britannique. Donc là, vous avez les différents sigles qui vont tous avoir. Donc là, vous avez le pilote, les différents types d'opérations, navigateurs, etc. Et ils vont apprendre à vivre comme des Britanniques, sont portés comme des Britanniques. Et certains n'apprendront jamais l'anglais vraiment, mais ils vont comprendre les ordres en anglais. Ils les appliqueront de façon automatique. Donc, pendant 8 mois, ils s'entraînent. Et à partir de mai 1944, ils vont être donc assignés sur la base d'Elvington, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une des bases du 4e groupe de l'Air Command, pour ensuite partir en opération. Alors, ils sont dotés d'avions, donc le Halifax. Alors, ils vont commencer par la première génération du Halifax, qui est le Halifax 3. Du Halifax 5, pardon, puis après du Halifax 3. Le Halifax est un avion de 34 tonnes qui peut emporter, c'est énorme, 34 tonnes, qui peut emporter 5 tonnes de bombes, 7 tonnes d'équipage, et qui est servi par toute une série de personnes au sol, qui ont tous un rôle extrêmement important. Parce qu'il faut que tout soit coordonné, que tout fonctionne. C'est une véritable équipe qui fonctionne à bord et avec le sol. Et donc cet avion, donc il a été conçu quelques années auparavant, il est produit en Angleterre, il est très puissant. Et donc le premier groupe qui vraiment devient opérationnel, ça va être le Guyenne. Dès mai 1944, les équipages arrivent à Elvington. Donc là, vous avez une photo d'un des premiers équipages du Guyenne qui va faire ses premiers vols d'entraînement dès mai 1944. Ça va aller très vite. Le Tunisie, lui, sera opérationnel à la mi-juin 1944.
Et donc ces groupes vont, on est en mai 44, ça commence à se préciser, le débarquement, ça flotte dans l'air, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Les Français s'habituent aux premières grandes opérations dans le Bomber Command. Alors, l'opération du Bomber Command, c'est l'association de centaines d'avions en même temps sur un même objectif. Vous aurez pendant la guerre jusqu'à plus de 1000 avions, 1400 avions qui vont opérer ensemble sur 3 étages sur un front de 30 km, 10 de profondeur, et qui vont attaquer le même objectif. Et ils avaient 30 secondes pour lancer leur bombe. Donc tout ça était extrêmement organisé, minuté. C'est ce qu'ils avaient appris pendant leur formation. Ils vont commencer les opérations tout début juin. Alors ça va bien sûr dépendre de la météo, mais ils vont commencer à se familiariser avec ce vol. Et va arriver, pour les équipages que vous voyez ici, ils seront 11 au total. Alors le groupe Guyane, premier groupe, c'est 14 équipages. Pour la nuit du 5 au 6 juin, seulement 11 vont être opérationnels, parce qu'il y en a 3 qui connaîtront essentiellement des problèmes techniques, donc ils seront obligés de revenir. Et on va leur dire, dans les briefings, les réunions préparatoires à chaque mission, vous savez, ce soir, vous allez avoir une mission, mais vous n'avez pas le droit de jeter une bombe dans l'eau, parce que si vous deviez revenir, il ne fallait pas revenir avec les soutes pleines de bombes. Parce que l'atterrissage, ça pouvait faire beaucoup de mal. Donc l'habitude, c'était on jette les bombes dans l'eau. Et là, ce soir-là, on leur dit, il ne faut pas jeter une bombe. Ah, il se passe quelque chose. Mais on ne leur dit pas quoi. Et donc, ils sont, les équipages du groupe Guyane, ils sont 11, vont intégrer un ensemble d'une bonne centaine d'avions du Bomber Command, qui a pour mission de venir bombarder à nouveau, il avait fait 2-3 jours avant, la batterie de Grand Camp Mézy. Bon, donc l'opération est prévue entre 3h20 et 3h25, c'est extrêmement précis du matin. Donc ils viennent, et bon, le résultat opérationnel ne sera pas totalement atteint. Et donc, mais l'opération a lieu. Et au retour de l'opération, le jour se lève et ils aperçoivent la mer couverte de bateaux. Et ils disent, ah oui, il s'est passé quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y a eu dans l'histoire du débarquement 2 engagements français. On connaît le commando Kieffer, ils étaient 177, mais vous avez eu les aviateurs qui eux étaient 176. Voilà, une unité de près. Mais ils ont été engagés, ça a été les seuls aviateurs qui ont... il y a eu d'autres avions français qui ont été engagés, mais plutôt comme accompagnement et surveillance. Mais ceux qui ont été vraiment opérationnels pour aider les troupes au sol, ça a été les avions bombardiers du Guyane dans cette nuit-là. Alors, imaginez que l'état d'excitation de ces équipages. Donc ils arrivent, normalement après le debriefing à l'arrivée au sol, c'est du repos. Et là, ils sont excités comme des puces, surtout qu'on leur dit, vous allez repartir tout à l'heure. 5h ce soir. Et alors là, la mission suivante, parce qu'il y a une très forte résistance allemande au débarquement, ça va être d'aller bombarder des lieux de communication, notamment ferroviaires. Et là, on les envoie à Saint-Lô. Alors les Britanniques ont beaucoup hésité à envoyer des bombardiers français sur Saint-Lô parce qu'ils savaient, ils avaient déjà les résultats de ce qui s'était passé à Grand Camp, que le risque de perte civile au sol était considérable. Et Saint-Lô, vu comment c'était situé, automatiquement ça allait provoquer des pertes civiles. Mais c'est la guerre, malheureusement, c'est comme ça. Il faut libérer le pays, et donc ils y vont.
là aussi, ils sont de nouveau dans un vol. Alors là, il y a plusieurs centaines d'appareils qui vont intervenir sur différents endroits au même moment en Normandie. Et ils vont aller bombarder Saint-Lô avec les résultats que les gens, surtout d'ici, connaissent. Mais là, il y aura un vrai impact tactique, puisque ça va freiner quand même l'effort allemand contre les Alliés. À partir de là, tout ça est raconté dans le journal du groupe Guyenne. Malheureusement, celui du Tunisie a été perdu, donc on n'a pas les mêmes niveaux d'information. À partir de là, les Guyennes et les Tunisies vont être très engagés dans la bataille de Normandie, puis surtout le nord de la France. Et ils vont passer la fin du mois de juin, juillet, août, dans des missions tout à fait fréquentes, parfois sur un rythme de 2-3 jours. J'ai repris encore des ordres à livrer de pilote, donc toujours de mon grand-père, où apparaît le nom d'un des 2 survivants des groupes lourds, qui est Marcel Gallet, dont son neveu est là, et qui était à bord de l'avion de mon grand-père comme mitrailleur supérieur, qui m'a raconté des choses tout à fait effarantes. Il avait 17 ans, donc ses parents avaient donné l'autorisation. Il m'a raconté que lorsqu'ils allaient bombarder les Panzer divisions allemandes, notamment dans la poche de Falaise, et puis au sud de Caen, parce que les Allemands avaient bloqué les Britanniques et les Canadiens. Et la seule façon de s'en sortir, c'était par une attaque massive depuis le ciel. Mais pour viser bien et juste, et soulager les Alliés, il fallait faire des opérations quasi en rase-motte. Et Marcel Gallet nous racontait qu'à chaque fois qu'une bombe était larguée et explosée, ça faisait remonter l'avion. Ben, vous imaginez le risque que prenaient ces équipages. Et en plus, il y avait la flak allemande, donc la défense antiaérienne. Donc c'était des choses. Ils ont tous vécu à un moment absolument périlleux. Ils s'engageaient, ils partaient, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, mais ils savaient ce qu'ils allaient faire. Et ils vont donc aider de façon directe les Alliés, au point que le général Montgomery fera une sorte de citation à l'ordre de l'armée pour les groupes lourds qui ont été engagés à ce moment-là. Ils vont aussi aller bombarder les endroits où les Allemands avaient disposé les V1 et les V2, et à un endroit dans le nord de la France où on avait disposé ce qu'on appelle le V3, qui est quelque chose de beaucoup moins connu. Le V3, c'est une espèce de super canon de plusieurs dizaines de mètres de long, une espèce de super grosse Bertha, dont le but était de bombarder, d'envoyer des obus sur la Grande-Bretagne, Londres en particulier. Et pour ça, les Anglais avaient conçu une bombe de 2 tonnes qui était emportée par les Halifax, et ils ont réussi à circonscrire le V3 et à limiter l'impact des V1, des V2 et des V3 allemands à ce moment-là, et c'était un des tournants de la guerre. Et les Français, donc, ils n'étaient pas très nombreux, c'était quoi, une vingtaine d'équipages à chaque fois, membres de centaines d'autres équipages qui attaquaient en même temps, ont apporté leur part à ces opérations. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quand ils sont partis, ils étaient un peu à côté. Et ça, ils ne le vivaient pas très bien, parce qu'ils n'étaient pas gaullistes, ils n'étaient pas vichistes, bon, il y en a encore quelques-uns, notamment le patron de la base, mais qui était repenti. Bon. Mais c'était des patriotes. Et quand ils allaient à Londres, parce que c'est là où se postait le courrier, parce que c'est là où il y avait du repos
entre une période de mission, ils se rendaient compte que leur avancement, les médailles, les citations, ils étaient les parents pauvres. Et au point que donc, le colonel Bailly, qui commandait la base, a dû écrire au patron de l'armée de l'air française en disant bon, vous nous maltraitez et nos équipages ne supportent pas d'être ainsi maltraités alors qu'ils sont totalement engagés dans leur mission et déjà à l'époque beaucoup avaient péri. Donc ça c'est un document que j'ai retrouvé dans les archives de l'armée de l'air qui vient d'être déclassifié où on sent bien cette différence de traitement. La force ont longtemps été considérés comme des mercenaires par le reste. Et ça a été mal vécu, et ça explique aussi peut-être le fait que très peu de gens savent ce qu'ils ont fait pendant le débarquement et ce qu'ils ont fait pendant les opérations. Alors, il y avait des rapports, hein, vous aviez les rapports de la Royal Air Force. Toutes les archives de la Royal Air Force sur les groupes lourds sont maintenant à Vincennes, en France, et vous aviez à peu près la même chose côté armée de l'air. Donc, il fallait faire en plus des rapports. Donc, après la guerre, il y a une association des anciens des groupes lourds qui va se créer, qui va notamment créer le monument aux morts que vous avez ici à Grand-Cormézy, parce que leur histoire a commencé à Grand-Cormézy et raconte ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. Tout à l'heure, je vous disais que dans le Member commun, 1 sur 2 avait péri. C'est le même ratio pour les Français. Mais quand même, il y a des traces qui existent dans la littérature. En 1946, ils envoyaient des lettres qui étaient censurées, donc ils racontaient ce qu'ils pouvaient. C'est en lisant les lettres de mon grand-père à mon père qui était enfant que j'ai appris plein de choses, parce qu'il racontait très peu après. Mais après la guerre, il y a eu quelques-uns qui ont écrit, et un notamment, qui s'appelle Jules Roy, qui va obtenir le prix Goncourt en 1946. Ça va s'appeler La Vallée Heureuse. Pourquoi La Vallée Heureuse? Parce que quand ils allaient faire des opérations de bombardement sur l'Allemagne, et là encore Marcel Gallet nous a raconté, quand ils arrivaient, c'était illuminé comme un plein jour par la DCA allemande, par la Flak. Et il fallait continuer, tracer sa route. Puis vous aviez des avions qui explosaient en plein vol parce qu'ils étaient atteints. D'autres parce qu'ils s'étaient heurtés. D'autres parce qu'ils avaient reçu une bombe du dessus. Parce que je vous rappelle, ils étaient vraiment collés les uns aux autres. Donc c'est des conditions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont vécu, c'est raconté dans ces ouvrages. Alors, il y en a plusieurs. Qui racontent tout ce qu'ils ont fait, leur vie aussi. Il y a un livre sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'ils étaient jeunes, 25 ans en moyenne, et ils ont connu des histoires d'amour avec des Anglaises. Il y a des représentants ici de cet héritage. Et notamment ce livre de Geneviève Monoris raconte une de ces histoires à travers un échange de lettres. Et heureusement, il y a encore la possibilité de publier des choses. Moi, j'en ai fait un. Mais il y a des archives qui existent, qui demandent à être exploitées pour continuer à faire vivre cet état d'esprit très particulier de gens qui, au fond, avaient une passion. Et c'est ma dernière diapositive. Ça, c'est un texte que j'ai retrouvé de 1936 de mon grand-père. En 1936, le ministre Cotte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a pris une décision très importante, c'est qu'il a fait nommer officiers 392 sous-officiers. À l'époque, la quasi-totalité des pilotes étaient des sous-officiers. L'armée de l'air, l'école de l'air n'avait pas encore produit ses premières promotions. Et donc, en 1936, il y a la guerre d'Espagne, il y a les nazis qui montent, Cotte et le Front populaire décident qu'il faut donner un coup de main. Puis socialement et politiquement, c'est bien de promouvoir
des sous-officiers. Et ce sont eux qui vont, pour une grande part, être à l'origine, ou dans les groupes Guyenne ou Tunisie, puis d'autres escadrilles françaises, bien évidemment. Et donc, dans ce texte, parce qu'il fallait quand même passer des petits examens, donc une composition française, vous avez ce passage tout à fait admirable où il explique que le but ultime, c'est de créer une aviation qui est sans danger et que tout le monde pourra emprunter. Et ça, je pense que, à travers l'histoire qu'ils ont vécue, l'engagement et le sens du devoir qui était le leur, il y avait cette passion de l'aviation qui est une passion très française, qu'on partage avec nos amis anglais, avec nos amis américains, bien évidemment. Mais c'était ça qui peut-être était au fond de leur histoire, qui en tout cas était complètement dans leur gène, et qui leur a permis de vivre ce qu'ils ont vécu et d'avoir été acteurs ici, à Grand Camp, pendant la nuit du 5 au 6 juin 1944. Voilà. Et j'ajouterais que je crois que c'est la première fois que nous parlons de cette histoire des groupes lourds ici de façon publique, que nous rappelons ce qu'ils ont été, de ce que la population a vécu ici aussi. Et demain, on va s'en souvenir également. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, bien évidemment. Oui, ce n'est pas une question, c'est une suite un petit peu de la découverte que vous avez faite d'une démarche en direction du ministre de l'Air concernant les aviateurs qui se sentaient maltraités. Voilà. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement sensible parce qu'ils ont à leur retour, souffert d'avoir été mal reçus, mal perçus, mais en plus, sur le déroulement de leur carrière, pour ceux qui sont restés, parce que beaucoup, après, ont démissionné, ont quitté l'armée, ils ont eu l'impression qu'on les freinait un petit peu. Et j'ai retrouvé, alors je tenais à vous le dire, en étudiant le dossier qui est à Vincennes, de mon père, René Boer, j'ai découvert qu'il avait fait, Dieu sait que c'était un homme extrêmement modeste et discret, qui ne cherchait pas à se mettre en avant, mais il avait fait une démarche, une lettre au ministre de l'Air, une longue lettre qui est dans son dossier et dans laquelle il explique que vraiment, il se sent maltraité dans son déroulement de carrière. Et je pense que ça a contribué. Il a reçu, j'ai vu la réponse négative et relativement méprisante du ministre de l'Air. Voilà. Et je pense que ça a contribué à ce fameux silence de nos pères. Hein, ce silence de toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont souffert pendant les missions. C'était très dur, mais ils ont souffert de bien autre chose après. Et quand vous dites là, il y a une matière à recherche historique, je crois qu'en effet, c'est tout ça. Et dans les dossiers qui sont à Vincennes, on peut trouver des tas de choses extrêmement importantes. Non. Merci beaucoup. Je ne suis pas rentré dans un grand nombre de détails, parce que j'ai l'habitude d'être trop long quand je parle. Mais merci beaucoup pour cette intervention. 2-3 rappels. Quand un équipage, le nombre de missions auxquelles avait, entre guillemets, droit un équipage, avant d'être réformé, c'était 30 missions. Pourquoi 30 missions? Parce qu'on considérait qu'au bout de 30 missions achevées, les hommes étaient lessivés, psychologiquement usés, et il fallait qu'ils aillent faire autre chose. Il y en a très peu qui ont réussi à faire 30 missions. 30 missions de guerre. 30 missions de guerre. C'est-à-dire qu'on partait pour plusieurs heures
de mission, parfois jusqu'à 10 heures aller-retour. Donc c'était des missions extrêmement pénibles, tendues et difficiles à vivre. En plus, ces équipages connaissaient l'impact de leur mission. Les bombardements, ils savaient ce que c'était. Parce qu'il y avait des rapports de mission après les bombardements. Ils savaient que quand ils allaient survoler une ville allemande et qu'ils visaient une gare, qu'à côté de la gare, il y avait des habitants. Donc, ils savaient qu'il y avait ça. Donc, à la fin de la guerre, l'armée de l'air avait à peu près 110 000 effectifs, en fin 1945. Un an après, il y en avait moins de la moitié qui étaient restés. Parce que la France, il fallait qu'elle se redresse, elle n'avait plus les sous à consacrer, la plupart des bases aériennes avaient été détruites, il y a des photos absolument éloquentes, et donc il fallait tourner la page. Et beaucoup se sont retrouvés dans la nature à devoir se débrouiller et à faire autre chose. La dernière séance, je dirais, où on les a gratifiés d'une certaine façon, c'est quand ils sont revenus en octobre 1945 à la base de Mérignac pour installer leurs équipages et leurs avions. Bon, là, il y a eu les ministres, les chefs d'état-major, etc. Puis c'était la dernière fois. La fois suivante où un chef d'état-major va rappeler ce qu'ont fait les Houpplours, ce sera 2011. Ça veut dire que dans l'histoire, on a gommé. Et eux-mêmes s'auto-gommaient parce que ce qu'ils avaient vécu, ils pouvaient le raconter uniquement entre eux. Et c'était difficile à partager. Puis il fallait vivre et continuer à avancer parce que quand vous vous retrouvez après une guerre extrêmement périlleuse et que c'est le vide, il faut tourner la page et faire autre chose. Donc ça fait partie d'une certaine façon des dommages de la guerre d'avoir vécu cette situation. Et c'est pour ça qu'en parler, mais paisiblement 80 ans après, je pense que c'est un devoir d'histoire. C'est de rappeler que tout ça c'est des histoires humaines qui s'inscrivent dans la grande histoire, mais la grande histoire, c'est avec les hommes et les femmes. Il y avait une femme d'ailleurs sur la base, une seule, une Française mariée à un Anglais, et qui était dans les services de renseignement sur la base. Pour 2000 Français dans cette base. Et 2000 ans, Je voulais ajouter aussi, c'est que les gens qui sont morts en opération, ils sont morts en service aérien commandé, mais n'ont pas eu droit à un marque mort pour la France. Et c'est assez surprenant, et moi personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et si c'était une volonté politique du gouvernement qui était à Londres, mais le fait est qu'on n'a pas mort pour la France, mais mort en service aérien commandé, Cleveland Action. Alors, est-ce que vous avez des renseignements? Je pense qu'il y a une réaction. Sur ce point, ce que je peux apporter, c'est que notre monument fait référence à 216 aviateurs qui sont morts, et ils sont tous, ceux qui sont inscrits sur le nom, ils sont tous morts pour la France. On les retrouve d'ailleurs dans le site Mémoire des hommes sur le site internet. Voilà. Alors je voulais rajouter aussi que on parle de 216 morts, mais sur les 216, il y en a 38 qui sont morts à l'entraînement, c'est-à-dire avant le 1er juin 1944, sans compter ceux qui, comme tu parlais des opérations Algérie, Tunisie, Maroc, sans compter ceux qui n'avaient pas encore tout à fait intégré les Guyanes et les Tunisie, et qui sont aussi décédés à cette époque-là. Dans les archives, moi j'en ai relevé déjà une bonne quinzaine. Alors je voudrais rajouter un point précis, c'est que demain, tu as parlé des victimes, effectivement des victimes civiles. Et pour la première fois, notre association a décidé de déposer demain une gerbe à l'attention des victimes civiles de Mézy, de juin 1944,
après la cérémonie de l'église demain matin. Voilà, je ne peux pas apporter de commentaires complémentaires, mais tout ce qui a été raconté, je crois, vient du fond du cœur. Il y a maintenant un monument numérique qui a été créé au musée de l'air et de l'espace au Bourget, où sont mises en place progressivement l'ensemble des fiches concernant tous ceux qui sont morts en service aérien commandé, morts pour la France. Alors, demain matin, à l'Assemblée générale de l'association, on en parlera, parce que vous avez sollicité, pour que personne ne soit oublié. Je remercie M. Rousseau, qui représente ce monument numérique, d'être présent avec nous, parce que je crois qu'on va bien travailler ensemble pour que cette mémoire soit bien établie. Il y a 2 jours, j'étais à la base d'Évreux, à l'invitation des EAJ. Les EAJ, c'est les escadrilles Air Jeunesse. Je me suis retrouvé avec une centaine de jeunes qui sont des espèces de cadets de l'armée de l'air et qui apprennent leur histoire, de l'histoire de l'armée de l'air. Et je pense qu'ils posaient plus de questions que vous. Ils ne faisaient pas de remarques parce qu'ils n'avaient pas l'histoire que vous avez, ils me posaient beaucoup de questions. Vous pourrez dire qu'ils ont ils viendront au moment des commémorations du 6 au 9 juin et il est prévu qu'il y ait une cérémonie, ils déposeront une gerbe au monument des coupes lourds ici à Grand-Cammézy, donc accompagné par la commandante Laurence qui sera avec eux. Donc ils viendront rendre hommage aussi à leurs aïeux. à 8h45. C'est à 8h45. Parce que monsieur le maire, c'est formidable. C'est jour d'élection aussi. C'est ça. C'est la pire semaine de l'année pour lui, Oui, peut-être de la décennie, mais il a trouvé un quart d'heure. Voilà, vraiment merci. Et je sais que les responsables de la base d'Évreux vous en sont infiniment reconnaissants. Voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ben je vais laisser la place à Christian Pellissier, qui est président de notre association, pour la suite des opérations. Parce qu'on a... Voilà, puis vous avez, si vous voulez, des souvenirs, des choses comme ça, des livres. Vous avez une table aussi sur laquelle vous pouvez consulter. Christian ?